Et dans l'air du temps ce matin, je vous le disais à l'instant, nous allons parler émotion, mais plus précisément de résolution émotionnelle. Comment comprendre ce que l'on ressent et comment sortir de certains blocages émotionnels et retrouver un équilibre intérieur. On en parle ce matin avec un spécialiste. Il est praticien en résolution émotionnelle. Son nom est Franck Andersen. Bonjour à vous, Franck. Bonjour Léa. Vous êtes également l'auteur d'un livre pour clarifier tout cela, parce que ce n'est pas évident pour les néophytes. Alors le livre s'intitule La résolution émotionnelle, tout simplement. C'est paru aux éditions Le Duc. La méthode révolutionnaire, dites-vous, pour apprivoiser vos émotions et dépasser vos peurs. Alors, ça mérite quand même un début pour clarifier, pour définir cette expression de résolution émotionnelle. J'avoue que la première fois que j'ai entendu cette expression, je me suis dit, oulala, de quoi s'agit-il ? C'est vrai que le terme a l'air plein de promesses. Oui. Et c'est souvent ce qu'on nous dit au départ, et parce qu'on n'y croit pas nécessairement, et quand on n'a pas testé, on ne peut pas forcément mesurer à quel point les choses sont parfois plus simples qu'on ne le pense. Et en matière de santé mentale, vous savez que 2026, on va se souhaiter à nouveau une année dédiée à la santé mentale. Elle est prorogée. Ah oui. C'était l'année 2025 et 2026, on en parle encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément à faire autour de ce sujet. Je pense qu'il faut, et je ne suis pas le seul, on est nombreux à essayer de, comment dirais-je, de banaliser un petit peu la relation d'aide, de déstigmatiser le suivi, la relation d'aide et la santé mentale en général. Et c'est vrai que la résolution émotionnelle, pour le coup, participe de ça parce que on s'aperçoit que ce qui nous paraît un monde, parfois, est beaucoup plus simple à traiter. Oui, et c'est vrai, vous avez bien raison de dire que c'est démocratisé, puis on avoue aujourd'hui, on peut l'avouer, on peut le reconnaître qu'on a un problème de santé mentale ou au niveau des émotions en ce qui vous concerne, en ce qui concerne cette technique de la résolution émotionnelle. Et effectivement, résolution, c'est très positif. En tout cas, ça concerne les émotions qui pourraient nous bloquer, si je comprends bien, dans la vie. Oui, ça fonctionne souvent comme ça. On se lève un matin avec un mood un peu particulier, comme ça, on ne sait pas trop. Oui, lundi, nous étions le Blue Monday, oui, ce qu'on appelle voilà. le jour le plus déprimant de l'année. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent en hiver qu'on ressent déjà cette différence, cette pression, je dirais. On ressent ça. Alors, ce n'est pas nécessairement parce qu'on dysfonctionne soi-même, c'est tout simplement les facteurs environnementaux qui sont intéressants dans leur impact. Et on parle beaucoup de météo, on parle effectivement beaucoup d'anxiété et d'éco-anxiété. On a raison de le dire parce que au moment de l'éco-anxiété ou quand on est éco-anxieux, on est finalement en train de prendre conscience de l'importance de l'environnement, de la météo en premier. Et c'est amusant de percevoir d'ailleurs à quel point, quand on ne sait pas quoi dire, on lance l'idée de la météo. Il fait beau aujourd'hui, il fait froid. Alors le temps est maussade. C'est ça, exactement. Et puis c'est lié à notre... C'est tout à fait lié à ça. Et on nie souvent que l'environnement est important pour nos émotions. Et finalement, voilà, il y a des choses... On ne dysfonctionne pas nécessairement. On est connecté à la nature. Et nos émotions sont souvent les premières alertes. Et la résolution émotionnelle est intéressante pour ça, c'est qu'on utilise l'alerte pour devenir aussi le remède. Oui, mais alors il s'agit de quel type d'émotions négatives ? Alors, est-ce qu'on peut déjà décrire ce type d'émotions ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en surface ou est-ce que ces émotions que l'on voit, que l'on ressent, sont forcément liées à une racine plus profonde, et dans ce cas-là, est-ce que la résolution émotionnelle va pouvoir donner une réponse suffisante pour régler le problème en profondeur ? Ou est-ce que je me trompe avec les histoires de surface et de profondeur d'ailleurs ? Surface et profondeur, c'est ma lecture. Là c'est pareil, on ne sait pas nécessairement à quoi on s'attaque quand on parle de tristesse et dans le cadre de la consultation, on est à évoquer... sa tristesse notamment ou son anxiété, on ne sait pas trop à quelle profondeur on s'attaque. Et en réalité, c'est le corps qui sait, curieusement, et on parle volontiers de mémoire somatique pour dire que le corps, lui, il sait.
Ouais. Voilà. Et il sait et il nous le fait savoir. Et il nous le fait savoir. Mmh. Il nous le fait savoir par un désagrément. Oui. Et le Plus ou moins désagrément, grave d'ailleurs. Hein. exactement. Mhm. Et donc, ce désagrément devenant sensoriel, en réalité, le sensoriel est important parce que dans Mhm. la résolution émotionnelle, Mhm. on résout l'émotionnel par le sensoriel. Et ça, Mhm. c'est tout à fait intéressant d'aller jusque-là Mhm. et pas seulement se raconter, pas seulement pleurer et voir émerger des émotions. Dès qu'on va dans le sensoriel et dans le corps, Oui. comme par hasard, il sait. Oui. Et alors, vous, en tant que praticien, vous recevez dans votre cabinet, et votre travail, c'est, j'imagine, de détecter. C'est un peu comme vous êtes un enquêteur, quelque part, de ce mal. Hein, vous avez les signes, vous avez ce que l'on vous dit, et puis vous enquêtez dans votre cabinet. C'est comme ça que ça se passe concrètement? Oui, on essaye. Moi, je me définis plutôt comme un créateur d'instants. Ah, Parce c'est plus qu'en poétique. Hein. oui, alors ça reste assez clinique malgré Oui. tout, parce que vous allez voir que ce qu'il faut arriver à recréer au milieu de la conversation qu'on a avec une personne en cabinet, c'est de trouver l'instant, d'isoler l'instant précis sur lequel on va tirer comme sur un bout de ficelle Mhm. pour créer une bascule émotionnelle, sensorielle, et résoudre comme ça le Ah. problème. Et donc créer cet instant, ou en tout cas le Oui. trouver, Oui. ça, il y a un petit conditionnement, effectivement, Ah oui. et permettre aux gens de s'exprimer, oui, mais essayer de canaliser un petit peu leurs propos pour arriver à trouver cet instant précis, c'est toute la nature de notre méthode, Mhm. qui est d'ailleurs un peu contre-intuitive, parce que souvent on voudrait s'échapper Oui. de cet instant-là. Oui, Et c'est bien, cet on instant. contourne, On le contourne. on sait enfouir, on sait Exactement. Ah, on saute par-dessus, on se dit, hop là, mais je verrai ça plus tard. toutes les stratégies d'évitement sont parfaites. On devient maître On dans devient maître dans la stratégie d'évitement. Oui. Et je pense que on pourrait enseigner l'art du virage à plus d'un pilote de F1. Hein, voilà. Mais c'est vrai que trouver cet instant précis qui va créer la bascule, c'est ça qui est vachement bien. Pourquoi on l'évite? Parce que ça fait souffrir encore plus ce moment de bascule? Oui, parce Oui. que parce qu'on le redoute. On le redoute. On redoute, et puis on redoute justement l'effet sensoriel désagréable, premier du genre, Ouais. corporel. Mais oui. Et pourtant, on peut pas y échapper pour se soigner, entre guillemets, pour aller mieux. On ne peut pas y échapper à ce moment de bascule. les palliatifs qui sont proposés sont parfois étonnants. Oui. Alors, il y a évidemment les addictions dures comme la drogue, l'alcool. Il y a parfois plus modérément... À proscrire, hein, totalement. Oui, c'est ça. Et puis, il y a ce qu'on peut parfois mettre dans sa pratique sportive à l'excès. Oui. Ouais. Là aussi, hein, pour rechercher l'abrutissement. Ou manger un peu trop de chocolat. Ou alors, effectivement, les comportements alimentaires, là aussi, sont intéressants à décrypter, parce que pourquoi on fait ça plus que ça? Pourquoi tel ingrédient plus qu'un autre, en plus? Mais ces émotions négatives, on peut peut-être s'y intéresser. Ça a pour conséquence dans la vie de nos handicapés énormément parfois. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec la police, notamment. Vous avez travaillé avec des grands sportifs aussi. Mais dans les autres corps de métier, ça touche. Je veux dire, l'émotion, on ne la laisse pas à la maison. L'émotion négative, j'entends. On la laisse pas, on la traîne avec soi. Ah bah, il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de plage horaire. On peut pas fuir, hein, parce qu'on pourrait aller à l'aéroport, prendre un avion pendant 13 heures, mais on le garde. C'est ça, il faut se méfier justement de cette tendance à vouloir maîtriser. Parce que ça peut nous amener à une névrose de maîtrise. Il ne faut pas confondre maîtrise et contrôle. Et c'est vrai que quand on veut... que les choses se passent à des plages horaires, ou plutôt qu'elles ne se passent pas. Oui, qu'elles ne se passent pas. Parce que socialement, quand on est au travail, on a évidemment un petit peu ça à gérer. Dans ce cas-là, on gère ses émotions. Mais ça veut dire qu'on les déplace, on les proroge là aussi. On les place plus loin, elles vont se représenter. Donc l'idée de résoudre est beaucoup mieux que gérer. Et d'ailleurs, j'essaye de faire un distinguo et d'expliquer avec toute la pédagogie qu'on peut la différence qu'il y a entre gérer et résoudre. Oui. Et que et pour le coup, là aussi, c'est clinique. Hein. Dans un cas, on agit, dans l'autre, on n'agit pas. C'est ça. Mais alors, je vais vous poser quand même une question qui va vous embêter, je pense, parce que le mot résoudre, est-ce qu'il est réellement possible de résoudre ces émotions négatives? Est-ce que il y a des cas qui, pour vous, sont incurables parce qu'il y a plus ou moins, je reviens à l'idée de profondeur, mais plus ou moins de gravité, et
on se dit que parfois on est impuissant devant le tsunami d'émotions négatives et devant le tsunami de conséquences dans la vie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop présomptueux lorsque vous parlez de résolution? Ben, ça dépend des personnes, ça dépend de l'histoire des personnes, ça dépend là encore de beaucoup de facteurs, effectivement, mais quand les gens sont d'accord de regarder un petit peu ce qu'ils font, comment ils font les choses, généralement, il y a une volonté qui peut se superposer au simple exercice de résolution émotionnelle et qui peut transformer les choses. Il n'y a pas de panacée. De toute façon, en termes de méthode, dans cet océan de méthodes de thérapie, il n'y a pas de panacée. Il y a prendre les choses dans le bon sens, plutôt appliquer telle méthode avant telle autre, et puis avec une forme de protocoliser un petit peu l'approche, et puis après à chacun de se prendre en charge. Quand vous décidez d'écrire ce livre, La résolution émotionnelle, paru aux éditions Le Duc, vous avez dans l'idée de vous adresser à qui? Est-ce que vous avez dans l'idée de vous adresser aux personnes qui sont déjà atteintes, et on est nombreux à avoir des émotions négatives, qui ont déjà de ces problématiques-là, ou bien à des personnes pour les aider à éviter? Vous voyez, c'est dans quelle optique ce livre? L'idée, c'est d'être utile le plus largement à des personnes qui sont diminuées ou qui ont contracté ce qu'on peut appeler une sorte d'impuissance acquise à faire les choses. Et j'en veux pour preuve, je vais prendre un exemple très pratique sur le refus de soins, le renoncement de soins. Typiquement, là, il y a quelque chose à faire. C'est pas de la poésie, c'est pas pour adoucir sa vie, c'est pour faire quelque chose de concret, de primordial. Et on a effectivement dans le renoncement de soins, alors on a un métier formidable pour le renoncement de soins, c'est les dentistes. Oui, c'est vrai, je le ferai plus tard. Voilà, c'est ça. On rendez-vous plus tard. Alors c'est très étonnant parce qu'en plus, il n'y a plus de douleur en dentaire. Aujourd'hui, ils ont complètement éliminé ce problème-là. Pour autant, on est face à de l'irrationnel. Et je sais que, par exemple, des gens qui déplacent leurs soins ou annulent leur rendez-vous, parfois ça permet d'encombrer un cabinet vachement bien. Tout le monde est prêt, sauf le patient qui ne peut pas. Donc là, par exemple, la résolution émotionnelle peut aider, et on a mis en place notamment une sorte de protocole comme ça, où on permet aux gens non seulement d'adoucir le moment venu, mais aussi de passer... De continuer leurs soins. Toutes sortes de phobies. Sortes de phobies. Hein. Donc, donc, il faut l'affronter. Cette phobie. L'affronter, oui. En tout cas, s'en rapprocher suffit. Et pas forcément se mettre en grande difficulté ou en panique importante. Mais vous avez raison, Léa, qu'on parle pour la résolution émotionnelle d'une méthode par exposition. Hein, dans la classification des thérapeutiques, il y a effectivement ces méthodes dites où on se présente assez proche du problème phobogène, et puis curieusement, ça s'adoucit, et si on fait ce qu'il faut à ce moment-là, ça disparaît. Ça peut s'adresser à des enfants, parce que là, on parle d'adultes, mais après tout, les enfants aussi peuvent avoir, on le sait parfois moins, parce qu'ils en parlent moins, ou ils ne savent pas le mettre en mots. Donc les enfants peuvent être aussi, réceptifs à ce type de méthode. Alors ils sont souvent très bons répondeurs. Parce que précisément, ils sont jeunes, ils n'ont pas bâti une vie sur leurs problèmes. Et fréquemment, 1 à 2 séances peut suffire, étonnamment. Et ça, c'est pas... Bon, on est content de constater ça. Si ce n'est pas le cas, on continue. Mais globalement, je le vois autour de la phobie scolaire, par exemple. Là, typiquement, on a des gens qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Ce sont des gamins ou des adolescents. Et puis, les parents doivent faire quoi? Donc là, il y a un évitement. On parlait d'évitement tout à l'heure. Là, typiquement, avec la phobie scolaire, là, c'est même l'écran scolaire avec indice 50. Hein. Pas d'école. Voilà, ils se protègent d'y aller. Et je vous assure qu'ils mettent une force incroyable. Donc, on a plaisanté autour de ça l'autre jour, parce qu'effectivement, c'était exactement ça.
Et là, vous dites, ça fonctionne bien. Alors, quand vous dites enfants, peut-être pas les ados. Les ados ont déjà commencé à se forger des barrières, des frontières, des murs. Ça va. On peut encore fonctionne agir. encore. Oui, oui, bien sûr. Ah, alors, donc, qu'est-ce qu'il faut dire à l'ado ou à l'enfant quand on vient vous voir, ou on ne dit rien du tout, peut-être, quand on vient vous voir avec lui? Eh ben, on fait un petit peu de manipulation bienfaisante avec, enfin, on essaye de faire ça parce qu'effectivement, tirer un ado dans un fauteuil pour qu'il aille consulter, c'est jamais facile. Alors, oui. Puis, alors, Les parents sont désemparés par rapport à ça. Souvent, ils refusent. Hein, en plus, et souvent, ils refusent. Ils n'en voient pas l'utilité. Ils n'en voient pas l'utilité. Voilà. Et puis, c'est rébarbatif. Moi, pendant ce temps-là, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce que je fais là? Oui. C'est très compliqué. Exactement on est dans ça. la demande forcée fréquemment si jamais on s'y prend pas bien. Ouais. Donc, on essaye de préparer un petit peu les choses. Alors, moins les gens sont informés de ce qui se passe, mieux c'est. Oui, surtout les enfants, effectivement. Et j'imagine que ça marche très bien peut-être avec les plus jeunes, parce que les plus jeunes peuvent prendre ça aussi comme un jeu. Ou, Oui. Voilà. Donc, alors finalement, quand vous dites que ça marche souvent plus rapidement avec les enfants plutôt qu'avec des adultes, est-ce que ça signifie qu'il faut moins l'intellectualiser, moins réfléchir et plutôt obéir à ce que vous donnez comme conseil, faire sans utiliser son mental peut-être, pour que ça marche? Oui, l'idée, c'est effectivement de basculer dans le sensoriel pour régler les choses. Donc, tout ce qui précède, qui est de l'ordre de l'explication, du mental, la théorie, se raconter pendant des lustres. Parce que ça, c'est aussi un signe des gens qui ont des problèmes et qui ressassent. Et qui ressassent. Et c'est leur système comme ça. Et ça leur permet d'éviter. Voilà, on parlait des techniques d'évitement. Ressasser, c'en est une. Hein. Ressasser, c'en est une. Rester dans le mental. Préférer se plaindre, ça c'est vachement confortable. Oui. Donc bon, mais ça, je crois que tous les psychologues le savent, tous les praticiens dans ce domaine-là le ressentent. Donc, alors concrètement, la résolution émotionnelle, si vous voulez, par rapport à un psychologue, qu'est-ce qu'il y a comme différence d'approche, si vous voulez, même si les deux sont sans doute efficaces de la même façon, mais qu'est-ce qui va différencier ces deux méthodes? Ce qui va différencier la méthode de résolution émotionnelle de la pratique en général, c'est qu'effectivement, on passe beaucoup moins de temps à se raconter. Parce que, j'insiste un peu là-dessus, mais effectivement, le mental est vraiment notre ennemi. Et d'ailleurs, on sait très bien que le cerveau fréquemment, nous pose des pièges. Et le premier piège, c'est de tourner dedans en permanence. Donc, ça, je crois que tout le monde l'a un peu observé. La différence avec la méthode qu'on utilise quand on fait de la RE, résolution émotionnelle, c'est que on va désamorcer les choses, on va les déminer, on va déminer le terrain, clarifier les choses en habitant l'inconfort et en prenant à ce point conscience qu'il est momentané. Quand la plupart du temps, on souhaite l'éviter, comme on en a beaucoup parlé, mais parfois, pas s'y rendre du tout. Parfois, quand il approche cet inconfort, on a envie de fuir. Oui, là, c'est comme si vous l'affrontiez directement, vous le regardez dans les yeux. C'est ça. Et plus on le regarde dans les yeux, moins ça dure. Étonnamment, les temps sont très très courts à habiter l'inconfort, encore une fois, parce que on est sur des process qui sont parfois de 1 minute 30. C'est fou. Ils sont sidérants. Alors, on est obligé, on fait plusieurs passes sur un problème. Donc, on fait plusieurs fois 1 minute 30, 2 minutes, 30 secondes, ça dépend. Mais à tout ça, on arrive à adoucir les choses et c'est absolument étonnant. Alors là, il faut nous donner quand même une petite illustration. Donc, j'ai lu que vous aviez travaillé avec la police ou avec des grands sportifs, sans bien sûr donner de nom, évidemment, mais est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être une problématique pour illustrer vraiment comment ça se passe concrètement et à quel type de problématique vous vous êtes affronté, par exemple avec la police, je dirais. Là, il y a la peur, j'imagine. La police, il y a la peur. Il y a un métier dangereux. Parfois les blocages. Il y a des blocages. Il y a des blocages et clairement, on a vu des gens qui étaient incapables d'affronter la situation alors qu'on leur demande, alors que c'est nécessaire. Alors évidemment, on va prendre le cas des agriculteurs et on voit l'inverse. Là, on pourrait dire ils chargent et tout, mais non, il y a un peu toutes les
il y a effectivement l'anxiété aussi, l'anxiété qui est énorme. C'est d'y retourner chaque jour. Bon, alors là, on peut dire que c'est le cas dans plein de professions, mais Alors, comment vous accompagnez justement? Comment vous faites pour accompagner cette profession, ou d'autres problématiques? C'est ces moments-là de 1 minute 30 auxquels vous revenez plusieurs fois, ou alors où vous vous adaptez vous-même? non, dans le partage, on accueille. De toute façon, quand Ouais. on est praticien, on est obligé d'accueillir. On n'est pas dans le jugement déjà. Non, Ça, bien c'est sûr. par devoir, c'est nécessaire et ça commence là. Bien sûr. Mais surtout, on accueille le récit. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, on essaie d'isoler un instant, d'être créateur d'instant. Et Mhm. on a besoin de repérer dans ce dialogue que l'on a cet instant précis de bascule. Donc, le laisser venir, c'est important. Le créer, Mhm. c'est bien, mais sans chercher à influencer la personne et plutôt permettre les choses. Mm. Donc, il faut quand même pas mal de douceur avec ces personnes qui ont ces émotions négatives qui les bloquent. On ne peut vraiment pas avoir un peu enfin, non pas d'agressivité, mais il faut. Enfin, en vous écoutant, j'ai le sentiment que quand même on prend les gens dans le sens du poil et puis après on attaque. Mais d'abord, il y a cette technique-là. Hein. Oui, oui, mais la fragilité est utile Oui. d'une certaine manière. Oui. Et d'ailleurs, la fragilité n'est pas un concept, c'est un territoire. Et c'est un territoire qu'il faut pouvoir traverser. Et refuser ça, à un moment donné, ça crée des problèmes. Mhm. Ça crée effectivement des choses qui se reportent, qui s'additionnent, qui se sédimentent. Hein. On parlait Eh des oui. années Oui. qui parfois Ça permettent de sédimenter une situation. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus long à résoudre, Et dans ce j'imagine. cas-là, alors oui et non. On a parfois des fulgurances, c'est ça qui est étonnant. Mhm. Parfois pas. Le terrain est plus ou moins fragile. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai eu des personnes qui étaient âgées, avancées en âge, et qui me disaient qu'on pourrait peut-être probablement rien faire. Oui. Et en fait, si. Et ça marchait. Et ça a fonctionné. Alors justement, en moyenne, est-ce que vous pourriez donner quelques informations assez pratiques? En moyenne, quand on va voir un praticien, on peut aller vous voir, ça va durer combien de temps? Bien sûr, je dis une moyenne parce que ça dépend des gens. Mais vous disiez pour des enfants, allez hop, parfois en 2 séances, ça peut être réglé. Pour des adultes, il faut multiplier par combien pour régler ça en moyenne? C'est pas, on n'est pas sur une multiplication, on reste Non. sur une addition. Déjà, je tranquillise tout le monde. Voilà. Non, la réalité, c'est que sur le principe des émotions, de l'émotion primaire et puis des émotions secondaires, Mhm. il y a effectivement dans cette nature à chercher, si on tombe bien sur l'émotion principale qui pose problème et qu'on travaille dessus, finalement on tracte, on tire sur le reste Oui. beaucoup plus facilement. Les émotions secondaires se présentent et là on fait éventuellement 1, 2 séances de consolidation en éliminant également avec Mhm. les émotions secondaires qui pouvaient consolider le problème. Eh bien on est passé Oh. sur... Vous êtes assez positif, parce que voilà, Ah oui. 2, 3, 4, bon, c'est pas, Voilà. ça va assez vite, je dirais. Après, il y a des gens qui Alors, veulent une veille, alors Ouais. on se revoit avec une grande amplitude. Alors, peut-être les signes. Qu'est-ce qui dit aux gens que ça y est, c'est résolu? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus. C'est plus leur sujet. Leur entourage leur dit « Tiens, c'est marrant, t'as changé. Ah tiens, c'est curieux. » Alors parfois, eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Mhm. Et on a des témoignages comme ça où on va reposer des questions à des gens qu'on a vus il y a 2 ans Oui. et qui sont sidérés. Ah c'est formidable. Et là, j'imagine que c'est une grande satisfaction Là, pour ça vous. nous fait plaisir. Et dire « Mais oui, c'est vrai, j'étais effectivement pas très bien à ce moment-là. » Merci Franck Andersen. Je rappelle que vous êtes praticien en résolution émotionnelle. Vous recevez en cabinet et vous êtes l'auteur de ce livre, La résolution émotionnelle, paru aux éditions Le Duc, la méthode révolutionnaire pour apprivoiser vos émotions et dépasser vos peurs. Merci Franck et à très bientôt sur l'antenne. À Au bientôt, revoir. merci Léa. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you... Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Radio J.